bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. Je partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans la première partie de cet épisode, je partage avec toi ce que la vie a mis en place pour me faire vivre une expérience absolument extraordinaire suite à l'envoi d'un simple mail le 30 mai dernier. Et dans la deuxième partie, j'échange avec Guillaume Lopez, qui est consultant auprès de la fondation Zeri et qui a participé avec Gunther Pauli, Idrissa Berkane et Apolline à la tournée Super France, dont la dernière étape était à Genève le 3 août dernier. Je te souhaite de faire vraiment de belles découvertes. Alors voilà, dans cette première partie d'épisode, j'aimerais te raconter comment ça s'est passé pour que je me retrouve le 3 août à 22h face à Guillaume Lopez pour cet échange fort sympathique que tu vas découvrir d'ici quelques minutes. Donc c'est un petit peu particulier parce que le 3 août, c'était mon premier jour de vacances, mais je ne pouvais pas rater cette journée à Genève. Et donc mes vacances continuent. Maintenant, je me retrouve en Dordogne, tout précisément à côté de Bergerac, dans un petit village qui s'appelle Saint-Laurent-les-Vignes. Et je me suis échappée dans le contexte de ma balade du matin avec mon matériel de podcast et je me retrouve assise par terre dans un champ. C'est très particulier et très agréable. Mais voilà, je ne résistais pas au plaisir de préparer cet épisode de podcast pour demain matin, donc pour dimanche, puisque c'est le jour où les épisodes sortent. Donc, comme tu le sais certainement, moi je suis très inspirée par Gunther Pauli et son concept de l'économie bleue, qui est une économie qui respecte la nature, qui s'inspire de la nature pour créer de l'emploi et pour donner de l'emploi à tout un chacun. Puisque dans la nature, tout a sa place et c'est tout à fait possible aussi de mettre en place une économie qui donne une place à chacun, que ce soit dans des emplois low-tech ou high-tech. Il y en a pour tout le monde et forcément, moi, ça m'inspire énormément. Et Gunther Pauli, c'est une personne au charisme absolument incroyable qui m'inspire, c'est tout. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai déjà fait plusieurs choses à son sujet, un épisode de podcast déjà, un article de blog. Enfin, voilà, tu peux retrouver pas mal de choses. Et puis, voilà, sur Internet, tu trouveras tout ce que tu veux sur l'économie bleue et Gunther Pauli. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que dans le contexte du confinement, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises. Il a fait pas mal de choses très intéressantes. Donc, moi, j'ai écouté des interviews de lui et j'ai lu le livre qu'il a écrit en un mois, 100 questions en 100 pages. Et puis, la dernière fois le dernier interview que j'ai écouté de lui, j'ai dit, mais c'est fou quand même parce que ce gars-là, il est juste exceptionnel. L'économie bleue, c'est extraordinaire. Et chaque fois que je parle de lui à quelqu'un autour de moi, on ne le connaît pas. Et quand je partage des informations sur les réseaux sociaux ou que je partage quoi que ce soit, il y a extrêmement peu de réactions. Je me suis dit, mais je vais lui écrire à ce monsieur pour lui demander un peu quelle est sa présence en Suisse. Et puis, j'avais en tête le rêve de faire un épisode de podcast avec lui. Donc voilà, je lui ai écrit, je mentionne dans ce mail beaucoup de choses qu'il a dit et qui résonnent très très fort pour moi. Et puis, je lui demande donc, quelle est sa présence en Suisse parce qu'il est actif partout dans le monde et que je trouve qu'il y a très peu de réactions, que quand je parle de lui, les gens autour de moi ne le connaissent pas, n'ont jamais entendu parler de lui. Et que, et je mentionne aussi que bien que j'ai entendu qu'il n'écoute pas lui-même de podcast, je rêverais de faire un épisode avec lui. Et ça, c'était donc le 30 mai. Je lui envoie ce mail. Et puis, à ma plus grande surprise, 3 heures plus tard, il me répond. Et là, autant dire que j'ai bien cru que j'allais tomber de ma chaise parce que
il me répond qu'effectivement, d'abord il me remercie pour mon message et qu'il est présent en Suisse dans le contexte de l'association, enfin il est impliqué en Suisse dans l'association Race for Water, qui est basée à Lausanne, ainsi que le sommet de Zermatt, qui est aussi basé à Lausanne, et que donc parfois il vient à Lausanne dans ce contexte-là, et que par contre il n'a pas de projet d'économie bleue, effectivement, pour l'instant en Suisse, et qu'il va venir à Genève dans le cadre de la tournée Super France qu'il organise avec Idriss Aberkan et leurs assistants Guillaume Lopez et Apolline, dont j'ai oublié je ne connais pas en fait le nom de famille. Et il me dit que peut-être on pourrait se voir à Genève dans le cadre de cette tournée Super France. Alors, moi, une fois que j'ai retrouvé un petit peu mes esprits, je me suis dit, oh là, c'est extraordinaire, quoi, qu'il répond. Apparemment, il est connu pour ça, répondre à tous ses mails. Et je reçois quelques jours plus tard un mail de Guillaume Lopez qui parle de ce projet Super France, donc qui amène toute une équipe de porteurs de ce concept d'économie bleue dans différentes villes de France, et dont la dernière étape, la 12e, va se dérouler à Genève le 3 août. Guillaume m'envoie en même temps des informations sur ce projet et un formulaire d'inscription afin d'être tenu au courant de l'évolution de l'avancement en fait du projet. Donc bien entendu, je m'inscris immédiatement, et quelques jours plus tard, une plateforme est mise en place, une plateforme qui réunit tous les gens qui ont envie de s'impliquer dans l'organisation de chacune de ces étapes en France et donc en Suisse. Donc moi, je m'inscris sur cette plateforme, et de fil en aiguille, je me retrouve dans l'organisation de l'étape suisse que nous avons renommée la Suisse de cœur, parce que Super France, c'était un peu compliqué à présenter en fait en Suisse. Donc elle a été renommée. Nous sommes un groupe de 8 personnes. Nous ne nous connaissons pas, nous n'avons jamais travaillé ensemble, et nous sommes donc chargés d'organiser cette journée qui va accueillir Gunther Pauli, Idriss Aberkan et leur équipe dans une période de vacances. Nous sommes chargés d'organiser 4 sessions dans la journée. En fait, la première session s'adresse aux élus locaux et à la presse. La deuxième va donner la parole aux entrepreneurs et aux investisseurs. Ensuite, ce sont les associations et les jeunes qui ont la parole. Et le soir, il y a une conférence qui fait un peu de la synthèse, donc qui présente encore une fois l'économie bleue et qui fait la synthèse de cette tournée et de ce qui s'est passé dans l'étape du jour. Et donc là, beaucoup de projets sont présentés. Il y a des choses absolument extraordinaires qui ont émergé, des gens qui ont des projets absolument incroyables. Et donc cette équipe de 8 personnes, nous ne nous connaissions pas, et c'était une aventure humaine assez incroyable en fait de mettre sur pied cette organisation, parce que voilà, les gens qui ne se connaissent pas doivent trouver un moyen de fonctionner ensemble et trouver voilà, des locaux, de mettre en place tout ce qu'il faut pour accueillir cette équipe. C'était assez intéressant et surtout ça a fonctionné. C'était une journée extraordinaire. Nous avons accueilli beaucoup de monde à Genève, et tous les gens qui sont venus, qui ont participé à chacune de ces séances, avaient des étincelles dans les yeux, étaient tous des fans absolus de l'économie bleue, avaient des choses à présenter qui étaient exceptionnelles. Enfin voilà, c'était une journée remplie d'étincelles. J'en ai encore d'ailleurs moi-même plein les yeux. Et puis, au terme de cette longue et magnifique journée, eh bien, Guillaume Lopez était tout à fait motivé, d'accord d'échanger avec moi pour partager sa passion et ce qu'il avait vécu. Donc pour lui, c'était la dernière journée de 2 semaines absolument extraordinaire, mais très intense aussi.
Donc j'étais très reconnaissante qu'il accepte cet échange. Alors voilà, maintenant je te laisse découvrir cette deuxième partie d'épisode et puis je garde encore toutes mes étincelles dans les yeux. J'espère que ça en mettra dans les tiens aussi ou dans tes oreilles. Salut Guillaume. Salut Diane. Écoute, merci de faire ce podcast comme ça au terme d'une journée assez incroyable, il faut dire. Pour moi, c'est une journée, pour toi, c'était... C'est vrai, c'est 2 semaines quasiment. Ouais. Alors Guillaume, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi ces 2 dernières semaines, qui tu es, ce que tu fais, raconte-nous. Ouais, alors j'étais je fais partie de l'équipe de Super France. Super France, c'est un mouvement qui est né de l'association en fait de la fondation Zeri représentée par Günther Pauli et de la fondation Bioniria représentée par Idrissa Berkane. C'est vrai que pendant ce confinement en Europe et dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées beaucoup de questions. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes qui savent également qu'il va y avoir derrière des problématiques économiques, etc. Et donc l'idée de ce Tour Super France là, c'était de proposer un nouveau modèle économique, un modèle économique inspiré de l'économie bleue donc, qui permettra de créer de l'emploi tout en prenant soin des écosystèmes, de l'écologie et puis donc de l'économie, puisque bien pour créer des emplois, il faut créer de la richesse, donc une plus-value économique. D'accord. Et dis-nous peut-être un petit peu quel est ton rôle ou qu'est-ce que tu es... Alors moi je suis présent donc dans Super France à deux titres. Premièrement, donc je fais partie de la fondation Zeri. Donc Günther m'a contacté pour organiser un petit peu ce tour Super France quand j'étais au Japon. Je devais passer 3 mois au Japon pour le bateau de Race for Water. Je devais aider en fait à la traduction et faire de la traduction pour accompagner l'équipe qui est suisse et française de la fondation Race for Water sur le territoire japonais. Et puis bon, au suite du Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont annulées. J'ai récupéré donc Super France que j'ai organisé avec Apolline, qui est donc la personne chargée de l'organisation du côté de Bioniria. Et je suis aussi présent sur ce tour pour Coffee Pixel. Donc Coffee Pixel, c'est un projet que j'ai découvert justement en travaillant avec Günther au sein de la fondation Zeri. Et puis par après, j'ai approfondi la chose. Je suis devenu très très ami avec les fondateurs qui sont basés en Lettonie. Et puis c'est un projet qui me parle énormément parce que très holistique et qui touche surtout à la forêt. Et moi, je suis un grand fan du règne végétal. Pas que donc tout ce qui a attrait en fait aux végétaux, donc également les champignons, tout ce genre de choses là me parle. J'aime les animaux, mais j'aime bien la fragilité, le silence des végétaux, donc voilà. D'accord. Peut-être sur Coffee Pixel, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est et comment on utilise le café jusqu'au bout, quoi, en fait. C'est ça. Alors, du coup, ça va reprendre un petit peu l'introduction que je faisais dans Super France. Mais aujourd'hui, le business du café, c'est un business qui est très inéquitable. La raison pour laquelle c'est un business qui est très inéquitable, c'est parce que ça génère énormément de déchets. Quand on boit un café, on a 99% de la biomasse qui a été créée par le caféiculteur, qui a été donc, qui est gâchée. Cette biomasse-là est gâchée. Et donc, quand on a un déchet en économie, c'est quelque chose dont on paye pour se séparer. Un déchet, c'est quelque chose qui a une valeur négative. Et donc, du coup, quand les industriels achètent leurs matières premières, ils savent qu'intrinsèquement, cette matière première n'a que très peu de valeur en soi. Ce qui va générer la valeur dans l'industrie du café, c'est toutes les transformations, c'est la torréfaction, c'est l'encapsulage, c'est toutes les machines à café qui sont donc manufacturées. Et donc, finalement, en fait, le caféiculteur qui est à l'origine même de cette matière première-là se retrouve lésé, alors que le café, le business du café, c'est une industrie à 100
100 plus milliards de dollars par an, et que c'est la deuxième commodité la plus échangée après le pétrole brut. Et donc il y a un levier énorme, puisque si on arrivait à utiliser ces déchets-là, si on exploitait ces déchets-là, eh bien c'est autant d'argent qui pourrait aller donc servir aux caféiculteurs pour valoriser d'autant mieux leur travail. Mais également, il faut voir que on pourrait avoir une approche du café qui est totalement différente, une approche qui régénérerait les écosystèmes. Et donc c'est l'approche qu'on a avec Coffee Pixel. Et en fait, c'est doublement intéressant parce que en réalité, si on n'a pas cette approche de régénération des écosystèmes, de maintien des écosystèmes, eh bien on ne peut pas exploiter l'intégralité de la cerise du café. Parce que le caféier est un arbre qui pousse sous la canopée des forêts tropicales, et que dans un business café complètement altéré par cette mondialisation, avec des économies d'échelle, une commoditisation, etc., on a sorti le caféier de l'écosystème, on a perdu les services écosystémiques, et donc on compense ces services écosystémiques-là par de la chimie, par de l'eau de forage, etc. Et donc on a une production de grains de café qui est certes plus intéressante, plus quantitative, mais qualitativement parlant bien moindre. Et on a le cascara qui est la peau et la pulpe du fruit du caféier qui lui devient toxique puisque contaminé par ces intrants chimiques. Donc avec Coffee Pixel, on a une approche qui en fait nécessite la présence d'un écosystème sain, puisqu'on va valoriser l'intégralité de la cerise de café, dont le cascara fait partie, et donc on ne peut absolument pas se permettre d'avoir un cascara contaminé par des intrants chimiques. Donc notre approche, on régénère la forêt, on cultive du café sous les canopées. Au parallèle, donc, la forêt nous donne aussi autant d'opportunités de diversifier les revenus pour les caféiculteurs, puisqu'on peut y faire pousser du cacao, des agrumes, des épices, etc. Et on a ce cascara qu'on va pouvoir du coup manger puisque non contaminé. Et le cascara, c'est un super aliment. C'est 8 fois plus antioxydant que la baie de goji. Et donc on sait très bien que la baie de goji, ça s'achète très cher. Donc si on pouvait donner cette valeur supplémentaire aux caféiculteurs, rééquilibrer la chaîne de production de valeur au sein de l'industrie du café, c'est un levier énorme pour l'environnement, pour la santé du consommateur et pour la santé du caféiculteur. D'accord, donc un projet où tout le monde est gagnant. Alors voilà, là on est parti un petit peu pointu sur un projet. Je ne sais pas si tout le monde aura bien compris. Toi tu es tellement dedans, tu connais tellement le truc. C'est vrai. Et voilà, moi je suis passionnée aussi par tout ce que vous faites avec Gunther Pauli, avec cette Super France d'ailleurs qu'on a rebaptisé en Suisse la Suisse de cœur. Mais peut-être on est parti d'un truc assez spécifique. Peut-être on va revenir un tout petit peu sur l'économie bleue et puis le genre de projet ou citer peut-être 2 ou 3 projets en lien avec, basés sur ce concept de l'économie bleue, oui, qui permettent de créer des emplois, vraiment en quoi c'est juste le meilleur moyen de changer le monde, quoi, cette économie bleue. Est-ce que tu peux peut-être vulgariser un petit peu ça? Je vais essayer de vulgariser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nature tend toujours vers plus de complexité. Un écosystème, c'est toujours plus de diversité, toujours plus d'organismes, toujours plus d'interactions. Et donc dans Super France, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est de mettre en place quelque chose qui ressemble plus à la nature. Donc notre idée, c'était de partir par le lien social, la connexion entre les individus, entre des porteurs de projets, puisque c'est ce que la nature fait au sein des écosystèmes. Elle connecte des individus différents qui ont tous un rôle différent. Et donc voilà, l'économie bleue, c'est une économie que moi je qualifie comme du biomimétisme écosystémique, du biomimétisme de la nature. Et la finalité de la nature, c'est quand même une société où il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de déchets et il n'y a pas de tricheurs. Et donc on comprend bien que tout de suite, si on arrive à avoir ces 3 paramètres-là dans une société, on a une économie du bonheur. Et donc je crois que c'est la finalité en réalité de l'être humain. On cherche tous finalement à être heureux, à vivre quelque chose et à s'élever en fait dans cette vie. Alors après, chacun ses croyances en termes de spiritualité. Moi j'ai tendance à croire en la réincarnation, j'ai tendance à croire en l'évolution des individus et je pense que c'est aussi notre rôle sur Terre. Et donc voilà, pouvoir tendre vers cette perfection qu'on pourrait dire dans la nature, même si personnellement, je pense que la notion de perfection est quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est pas naturel, parce que dans la vie, on voit toujours
des échanges un chaos, une fluctuation, et que la perfection, par définition, c'est un concept qui est statique. Or, on sait bien que quand l'électrocardiogramme devient statique, c'est la mort. Oui. Et donc, pour moi, la perfection n'est pas du tout une notion qui est possible dans le vivant. Mais en tout cas, voilà, en tendant vers la nature, on tend vers une société qui va vers le mieux. Et donc, voilà, l'économie bleue, c'est s'inspirer de la nature, s'inspirer des écosystèmes Oui. pour faire cohabiter ce qu'on a défini dans Sainte-Hubert France comme les 3 écos. Éco qui veut dire la terre habitée. Là encore, je trouve que c'est une très très belle définition. Oui. On a l'économie, l'écologie et l'écosystème. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces 3 écos-là viennent de la même racine, donc la terre habitée. Et voilà, ça me fait magnifique. vraiment chaud au cœur. Ah oui, puis on voit dans tes yeux, comme ça te fait chaud au cœur. Moi, quand je t'entends parler de l'économie du bonheur, mais juste, j'adore, quoi. Vraiment, c'est ça, on le cherche tous, ce bonheur, et il est possible de le trouver, et il est possible de, effectivement, évoluer, avancer dans la vie en se faisant plaisir, mais en faisant le bien autour de nous, en fait. Ouais. Et parfois, on pourrait croire, quand on parle d'économie, forcément, on voit un peu ça comme le diable. On a quand même on pense un peu l'économie traditionnelle qui va pas vraiment dans la direction du nouveau monde qu'on veut avoir, mais en fait, elle est possible, cette économie du bonheur qui respecte la nature, les gens, et qui donne une place à tout le monde, en fait. J'ai beaucoup aimé dans les différents échanges, vous parliez de... comment vous avez dit ça maintenant à plusieurs reprises, le low-tech et le high-tech. Oui, faire cohabiter le low-tech et le high-tech. Et ça, c'est magnifique, ça décrit vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis quand on met ensemble tous les cerveaux, vraiment, ça fonctionne, c'est possible. Et là, peut-être juste pour situer le contexte de cette journée, au terme de laquelle on fait ce podcast comme ça avec Guillaume, c'est vraiment chouette. Donc on était à Genève toute la journée. Il y a eu des échanges ce matin avec des membres de la presse, des élus locaux, et différentes personnes qui étaient là. Donc les échanges étaient déjà extrêmement riches. Après, vous avez rencontré des entrepreneurs et des investisseurs. Les échanges ont continué. Enfin, c'est plein de cerveaux qui étaient là dans cette salle. Moi, j'étais un peu à l'extérieur parce que je m'occupais plutôt de l'accueil, mais tous les gens qui rentraient, qui sortaient, qui vous avaient croisé, qui avaient discuté avec vous, ils avaient les étincelles plein les yeux, ils étaient au taquet, quoi. Enfin, c'était vraiment un enthousiasme incroyable dans la salle. Après, vous avez rencontré donc les jeunes et les associations. Et puis, au terme de cette journée, vous avez fait une conférence qui résumait un peu, d'une part la journée d'aujourd'hui, mais d'autre part les 12 jours que vous venez de passer à enthousiasmer la France, et puis maintenant à SMI aussi, un peu en Suisse de cœur. Suisse de cœur. Et puis ça, ça donne l'espoir, ça nous donne envie, en tout cas, d'avancer. Et moi, j'aime bien aussi lier un petit peu... je trouve que quand les individus ont fait un certain travail sur eux-mêmes, tu parlais tout à l'heure de spiritualité, quand les individus ont fait le travail personnel de responsabilisation, de comprendre qu'on est seul responsable de son propre bonheur et qu'on est responsable seulement d'une autre, en fait, quand on a passé un petit peu ces bases, intégré comme ça ces bases, eh bien, on va trouver quelle est notre juste place. Et avec votre économie bleue, ça donne plein de possibilités à de nombreuses personnes de trouver leur juste place, parce qu'ils seront à des endroits où ils vont vraiment respecter tout et tout le monde. Effectivement, c'est très très intéressant, c'est très très important d'avoir de la place pour tout le monde, parce que dans la nature, il y a de la place pour tout le monde. On est dans une société actuelle où on a commoditisé un peu tous les biens et marchandises n'ont de valeur que par leur nom. C'est-à-dire que quand vous achetez du miel, et donc du coup les gens ne font plus la différence entre du miel chinois qui a été nourri avec des abeilles des abeilles nourries au glucose, ou du miel de fleurs du petit paysan du coin, et alors que ça fait pourtant une énorme différence. Et c'est cette diversité là en fait qu'il faut valoriser, parce que on peut plus se permettre de commoditiser comme ça. Si on commoditise encore, eh bien on arrive à un système qui est de plus en plus fragile, parce que si on considère du miel comme étant du miel sans avoir de relation particulière avec l'écosystème qui l'a produit, eh bien alors la seule chose qui compte, c'est d'être le moins cher. Et si on est le moins cher, si l'objectif c'est d'être toujours moins cher, eh bien on va se recentrer sur des pays qui ont le plus d'économies d'échelle, la Chine, l'Inde par exemple,
Et en fait, on aura plein de pays perdants de cette mondialisation-là. Et on va toujours vers plus de complexité, une suroptimisation du système. Et c'est ça qui crée les fragilités de notre système actuel. Et je pense qu'on en a eu un exemple avec la crise du Covid. On voit également tout ce qui est en train de se passer autour du changement climatique, etc. Et on se rend compte que finalement, on va avoir besoin de créer plus de résilience dans notre système économique, dans nos sociétés aussi, parce qu'il va falloir recréer du lien social. On a trop isolé les individus, je pense. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce qu'on défend aussi avec Super France. On a parlé de système antifragile. L'antifragilité, c'est quelque chose que Idriss expliquera beaucoup mieux que moi, mais c'est quelque chose qui a été énoncé par Nassim Nicolas Taleb, un concept qui a été énoncé par Nassim Nicolas Taleb et qui va en fait plus loin que la résilience, puisque dans la résilience, en fait, on parle simplement de la résistance d'un système face à un choc, alors que l'antifragilité, c'est un système qui s'améliore avec un choc. Alors, en japonais, on a quelque chose qu'on appelle le kintsugi. Kintsugi, c'est par exemple quand vous avez cassé une faïence, un pot, un bol à matcha par exemple qui coûte très cher. Et bien avec le kintsugi, en fait, c'est une pâte dorée avec de l'or. On recolle tous les morceaux. Et bien souvent, quand on a un pot cassé dont on a fait le kintsugi, et bien le pot vaut plus cher après l'avoir recollé avec l'or qu'avant. Et c'est exactement ça en fait un système antifragile. C'est-à-dire que c'est un système que plus on va le choquer, plus il va se renforcer. Et la nature fait ça régulièrement dans les écosystèmes. Dans notre corps, le système immunitaire est typiquement un système antifragile. Et donc c'est aussi ça qu'on veut du coup amorcer avec Super France. Essayer de lancer des îlots de résilience, des îlots d'antifragilité pour que quoi qu'il se passe à l'avenir, on ait déjà des bases, des fondements, quelque chose qui fonctionne, une vision pour l'avenir. On a parlé aussi d'avoir l'importance des récits aujourd'hui, parce que effectivement le fait d'avoir un récit, ça donne une vision commune et ça permet de concentrer les énergies vers cette vision commune. Et donc je crois qu'on a aussi énormément besoin des artistes à ce niveau-là, puisque ils ont la capacité de nous faire rêver. Et avant de faire, c'est bien de rêver les choses. Et puis là, clairement, des journées comme aujourd'hui, ça fait rêver. Il n'y a pas de doute. J'aime aussi beaucoup quand tu parles de la résilience générale, comme ça, ou sociétale. Mais en fait, c'est pareil pour chaque humain. En fait, la vie, elle nous tape un peu sur la tête. Et puis, si on est capable de résilience, on comprend qu'en fait, toutes les fois où la vie nous a tapé sur la tête, c'était pour qu'on devienne plus fort. Et puis, ça, c'est pareil pour les individus, mais pour les groupes et pour la nature. Et c'est partout la même boucle. Oui, tout à fait. Et je pense que même en tant qu'individu, c'est vraiment très important d'avoir cette notion d'antifragilité en tête, parce que ça nous apporte le pardon, en fait. Si on voit un peu tous ces chocs qui nous arrivent comme un moyen de se renforcer, et qu'une fois qu'on a d'évoluer, exactement, une fois qu'on a bien appris de cette erreur, appris de cette épreuve, on peut juste être, en fait, on peut juste remercier de l'avoir vécu. Oui, mais exactement, c'est des cadeaux, en fait, c'est coups qu'on reçoit sur la tête si on voit les choses comme ça, ou si on adopte cette philosophie de vie-là. Et c'est tout à fait possible, en fait, de décider de se tourner vers une philosophie de vie comme ça. Puis en fait, là, on peut déplacer après des montagnes. Et puis, pour moi, l'économie bleue, ça regroupe quand même des gens qui ont fait ces mêmes réflexions, qui ont fait ces mêmes constats. Et puis du coup, quand ils se mettent ensemble, ça dépote clairement. Ouais. On a une très belle journée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris encore ce temps en fin de journée pour ce podcast comme ça, complètement à l'improviste. Tout le plaisir pour moi. Et surtout que plein de projets naissent suite à cette tournée, et que ça ne s'arrête plus jamais, qu'on y arrive vraiment à ce nouveau mode de fonctionnement. On va travailler on va travailler pour vraiment avec Coffee Pixel et Super France. On va travailler pour. À fond. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. À bientôt, Diane. À bientôt.
et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!